Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux Archives de Paris de nous accueillir ce soir. Merci au Comité d'Histoire de la Ville de Paris de me donner l'opportunité de vous livrer une réflexion. Ça reste une réflexion dans la mesure où l'histoire reste une science interprétative. Et donc, je vais vous livrer une réflexion que j'aimerais bien partager avec vous au sujet des croyances, des représentations, des imaginaires relatifs à cette association sport et éducation. Alors on parlait tout à l'heure de sport et modernité, c'est effectivement, ça pourrait être aussi une transition avec les conférences à venir. Et je vous propose de traverser le XXe siècle, donc de commencer effectivement au XIXe siècle, mais plus particulièrement à la fin du XIXe siècle, pour voir que il y a peut-être un point d'origine qu'il s'agit aussi d'interroger dans les problématiques du sport éducatif ou de l'éducation par le sport. Il y a un événement qui se produit durant l'été 1887 suite à l'élaboration et la promulgation de la loi Goblet qui réglemente donc le système éducatif à la fin du XIXe siècle. Il y a un audit qui est fait, une enquête qui est faite, réalisée par l'Académie de médecine de la ville de Paris, et qui pose notamment la question qui est aujourd'hui encore récurrente, la question des rythmes scolaires, la question de la répartition entre le temps de travail et le temps de repos, et bien évidemment la question de la gymnastique, de l'éducation physique et du sport va être mise sur la table dans la mesure où dans les représentations, l'éducation physique, la gymnastique, le sport, je distinguerai bien évidemment les trois, ont une image de fonction compensatoire. On va en cours de gymnastique pour se purifier de l'excédent de travail intellectuel et par l'intermédiaire de l'éducation physique, on va effectivement, comment dirais-je, développer d'autres qualités qui permettront effectivement de développer l'équilibre de la personne. Cette fonction, elle est notamment initiée par les médecins, les travaux en médecine et plus particulièrement dans le domaine de l'hygiène, qui consiste à dire que l'éducation physique a son rôle. Depuis la Révolution française, il y a effectivement des projets politiques qui placent l'éducation physique comme un des trois piliers de l'école. Il y a une éducation intellectuelle, une éducation morale et une éducation physique. Et il s'agit bien évidemment de proposer aux élèves scolarisés à la fois dans l'enseignement primaire mais aussi dans l'enseignement secondaire, tout en sachant qu'ils sont beaucoup moins nombreux dans l'enseignement secondaire, d'aménager les emplois du temps par de la pratique d'exercices corporels, et notamment au regard de la problématique du surmenage, les rythmes scolaires, la durée des études, la journée d'études qui peut aller jusqu'à 12 heures, nécessite bien évidemment des efforts intellectuels de la part des enfants scolarisés, mais à un moment donné apporte aussi des pathologies, des fatigues chroniques que l'on appelle à cette époque-là du surmenage, amène aussi des pathologies dans le domaine du corps des enfants avec des déviances de la colonne vertébrale, syphose, lordose, etc., etc. Et donc, dans le cadre de la problématique de l'hygiène publique, des questions sont posées pour essayer de résoudre effectivement ce problème, et l'Académie de médecine recommande, vous voyez sur cette diapositive, une nécessité impérieuse de soumettre tous les élèves à des exercices quotidiens d'entraînement physique. Aujourd'hui, c'est toujours une problématique d'actualité qui ne concerne plus seulement les élèves, c'est les 30 minutes d'activité physique, c'est la nécessité d'avoir une activité corporelle plutôt polyvalente et pas forcément tournée vers le sport de compétition, c'est aussi bien se nourrir, etc., etc. Et pour répondre à cette enquête menée par l'Académie de médecine, on va donc identifier trois acteurs, trois personnes, trois personnages. Certains sont plus connus que d'autres, hein, je pense que vous les connaissez, peut-être pas les trois, mais au moins deux, me semble-t-il. Au centre de la diapositive, Pierre de Coubertin, qui effectivement, c'est son premier projet, réformer le système éducatif français en prenant exemple sur le système anglo-saxon qu'il découvre à l'âge de 20 ans, en 1883, quand il va outre-Manche, pour étudier effectivement le système éducatif britannique. Et il va donc proposer, à l'issue de l'Académie de médecine de Paris, il va proposer de créer une institution, le comité Jules Simon,
qui deviendra plus tard l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, et qui deviendra ensuite, plus tard, bien évidemment, ce qui existe encore aujourd'hui, le Comité international olympique. Pierre de Coubertin est un anglophile, sinon un anglomane, qui essaye de réfléchir à la diffusion des public schools, des principes éducatifs du self-government en particulier, qu'il a découvert avec joie et qui contraste énormément avec les principes de l'école républicaine de la fin du XIXe siècle. Mais il n'est pas le seul à aller et observer dans les pays étrangers de possibles solutions pour aménager les temps scolaires, le rythme scolaire, où l'éducation physique ou le sport aurait droit de cité. Le deuxième, il est connu sur Paris, c'est un homme politique, député, qui effectivement appartient comment dirais-je, pas qui appartient, mais qui s'est manifesté plus particulièrement lors de l'épisode de la Commune, c'est Pascal Grousset. Peut-être connaissez-vous cet acteur de l'éducation physique qui est aussi un écrivain sous le pseudonyme de André Laurie ou Philippe Daril, et il va effectivement lui aussi franchir la Manche pour essayer de trouver des solutions sur les problèmes posés par les déséquilibres occasionnés par des rythmes scolaires qui privilégient davantage les connaissances intellectuelles au détriment peut-être des capacités physiques. Alors Pascal Grousset va observer lui aussi le système éducatif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va ne pas prendre, si vous me permettez l'expression, il ne va pas prendre la même paire de lunettes que Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin va le faire avec sa culture, ses valeurs. Il est issu de l'aristocratie, et donc derrière, il a une conception du sport et de l'éducation physique qui n'a rien à voir avec le communard Pascal Grousset, qui lui va observer les mêmes pratiques, mais va peut-être pas nécessairement retenir la même chose. Tout comme Pierre de Coubertin, Pascal Grousset va proposer lui aussi une institution chargée de réglementer les rythmes scolaires, dans lesquels, effectivement, la place de l'éducation physique obtient un droit de cité. Il va notamment créer la Ligue nationale d'éducation physique, et il va plus particulièrement militer pour la diffusion des jeux scolaires, par l'intermédiaire notamment d'initiatives que vous connaissez peut-être, les Lundis, en hommage à ces foires dans le nord de la ville de Paris, où effectivement ça devient un lieu, et peut-être que c'est ça finalement le sport, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, où effectivement des individus d'horizons divers, de cultures diverses, vont se retrouver pour effectivement échanger une expérience dans le domaine moteur. Mais ce n'est pas le seul, un troisième acteur, trois hommes, bien évidemment, alors on essaiera de comprendre pourquoi. L'invisibilité des femmes à la fin du XIXe siècle. Pourquoi ce troisième auteur, lui aussi acteur, va militer pour la diffusion et l'obligation qui existe déjà dans le système éducatif français. L'éducation physique est obligatoire dans l'ensemble du système éducatif depuis la loi Georges du 27 janvier 1880. Et donc, on a une problématique en France qui consiste à dire que bien avant que l'école ne soit obligatoire, l'enseignement de l'éducation physique l'a été, pour justement permettre de proposer une éducation équilibrée qui sollicite à la fois des capacités intellectuelles, mais aussi d'autres capacités, des qualités morales et des capacités motrices. Ce troisième acteur, il s'agit d'un docteur, médecin. Il n'exerce pas la médecine, par contre, il a le titre de docteur dans la mesure où il a soutenu une thèse en 1887, la même année que l'enquête de l'Académie de médecine. Et il a soutenu une thèse à l'Académie de médecine de Bordeaux sur les aliénés voyageurs. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur comment le sport, et plus particulièrement la marche, pourrait permettre à des individus atteints d'autisme de pouvoir continuer d'exister et de s'insérer dans une société démocratique. Et il va développer des travaux dans le domaine de la psychologie. Il va utiliser les travaux de Théodule Ribot sur Eh bien voilà, j'ai un trou, excusez-moi, ça va me revenir. Et donc il va effectivement introduire de nouvelles façons de concevoir l'éducation dans le système éducatif français. Philippe Tichier est un protestant qui, lui, ne va pas aller chercher ses solutions, les solutions qu'il propose outre-Manche, mais il va aller beaucoup plus loin. Il va se rendre en Suède, où effectivement,
dans le cadre des systèmes éducatifs suédois, l'éducation physique a une place tout à fait importante. Alors, on ne va pas travailler sur les 3 propositions. Hein. J'ai retrouvé, il introduit les travaux d'hypnose en éducation physique. Donc, je reviendrai dessus. On va plutôt se centrer parce que il y a bien évidemment dans quelques mois les Jeux Olympiques de Paris. Et donc, il va y avoir un certain nombre d'hommages rendus aux acteurs français et internationaux qui ont œuvré à une éducation par le sport. Je le disais, c'est le premier projet de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, dans sa vie, a entrepris 3 projets. 3 projets qui vont se succéder dans le temps. Le premier projet, c'est qu'il veut effectivement répondre aux attentes de l'Académie de médecine de Paris en essayant d'introduire les principes de l'éducation britannique. Et notamment, là, ça se solde par un échec, parce que bien évidemment, ce jeune Français qui arrive avec plein d'ambition va se heurter à des conflits idéologiques. Les républicains opportunistes n'acceptent pas forcément l'exemplarité anglo-saxonne. Il y a une anglophobie notoire de la part de certains républicains opportunistes, et donc Pierre de Coubertin va essuyer un échec, une fin de non-recevoir, pour introduire le principe des public schools, du self-government, des struggle for lifer. Je vais revenir dessus. Struggle for lifer, bien évidemment, c'est les combattants pour la vie. Et à travers donc le sport, il reste persuadé, d'où sa devise latine qui répond à celle de Juvénal, mens sana in corpore sano, men fervida in corpore lacertoso, un esprit ardent dans un corps entraîné. C'est par l'intermédiaire du sport que l'on va développer un nouveau type, un idéal type d'un citoyen. Et Pierre de Coubertin, qui est quand même issu d'une famille d'aristocrates, n'est pas favorable aux opinions politiques de sa famille. Il est même en complet désaccord, dans la mesure où il est un républicain. Il est pour un système républicain. Et ce que l'on ne sait peut-être pas assez, mais les travaux de Patrick Clastres l'ont bien montré, il a fait des études de sciences politiques. Et donc, quand il réfléchit à la rénovation du système éducatif en France, c'est avant tout un politologue, un spécialiste des relations internationales, et qui estime que si l'on veut effectivement s'opposer à la suprématie de l'Empire victorien, eh bien, il faut aller chercher les solutions outre-Manche, les importer en France et faire mieux que les Anglais pour les battre effectivement sur leur propre terrain. Et donc, bien évidemment, ça se traduit par un certain nombre de discours. Le discours que l'on connaît mal, c'est on attribue à Pierre de Coubertin la célèbre phrase « l'important c'est de participer ». Mais il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Parce que justement, c'est un pasteur qui l'aurait prononcé, mais Pierre de Coubertin a justement répondu à ce pasteur en disant « mais non, le sport ce n'est pas la participation, le sport c'est un combat ». D'où le struggle for lifer, et le but du sport c'est de gagner. Donc à travers une éducation par le sport, il s'agit effectivement de développer les qualités physiques des individus, des jeunes écoliers français, mais aussi les qualités morales. Et derrière, donc bien évidemment, on rentre dans la problématique de l'éducation, qui reste un processus qui consiste à transmettre des valeurs. Quelles valeurs sont transmises par le sport dans les générations à la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle? Et bien évidemment, il y a des croyances qui se développent, qui consistent à dire que le sport a des valeurs. Mais non, justement, je vais essayer de démontrer ce soir que le sport n'a pas de valeur. C'est celles et ceux qui vont réglementer le sport, qui vont le diffuser, qui vont le structurer, qui vont lui associer des valeurs, que ce soit des dirigeants sportifs, que ce soit des pratiquants, et bien évidemment, on va voir quel type de valeurs. Alors, si on remonte effectivement à la pensée originelle de Pierre de Coubertin, il développe, c'est quelqu'un qui a écrit 30 000 pages, donc c'est un écrivain, un homme politique. Il a énormément écrit dans la presse de la fin du XIXe siècle. Et là, ici, par exemple, la lettre ouverte au potage de France, vous le voyez, il recherche à travers la pratique du sport, et plus particulièrement le football, un bon joueur de football, c'est avant tout un homme d'initiative. On le voit ici, qui n'a pas peur des coups, qui courant au mêlée, toujours agile, de décision rapide, et bien évidemment, il prononce à cette formule être self-government, c'est-à-dire exercer le gouvernement de soi-même. Et donc ça, c'est un modèle qu'il a effectivement découvert avec intérêt, grand intérêt, lors de son séjour outre-Manche.
Mais Pierre de Coubertin est aussi prudent. Il s'aperçoit aussi que le sport, et notamment à travers les enjeux, notamment le sport de compétition, vise aussi à développer l'excès, à travers notamment la devise olympique, qui existe toujours aujourd'hui, même si elle a été en partie modifiée, la devise latine, Siltus, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Et bien évidemment, Pierre de Coubertin se rend compte qu'il y a peut-être dans le sport une nécessité aussi d'éduquer par le sport, et que le sport n'est finalement pas un but, mais un moyen au service d'un idéal type. Alors il le dit une première fois en 1900, qui consiste à dire que finalement le sportif c'est quelqu'un d'équilibré, qui développe à la fois des qualités intellectuelles mais aussi des qualités motrices, et puis il le redit une deuxième fois en 1922, où il met en garde. Quand vous voyez la définition de sport de Pierre de Coubertin, il y a de quoi effaroucher les parents d'élèves, les enseignants, les responsables du système éducatif. Le sport, c'est avant tout le culte volontaire habituel de l'effort musculaire intensif, voyez, qui peut aller jusqu'au risque, qui doit être pratiqué avec ardeur, je dirais même avec violence. Donc là, il y a une ambiguïté. Ne va-t-on pas intégrer le loup dans la bergerie ou le ver dans la pomme en introduisant le sport à l'école, en sachant que, bien évidemment, en fonction de l'engagement des enfants, des élèves, on peut effectivement aboutir à une solution qui est diamétralement opposée à celle voulue au départ. D'accord ? Et il reconnaît que le sport, c'est effectivement le plaisir d'effort ou de ceux qui veulent le devenir. Et bien évidemment, on célèbre à travers les Jeux Olympiques, donc ça, il va participer à la création de cet événement, on célèbre avant tout ceux qui ont réussi. C'est l'éloge des forts, d'accord ? Alors Pierre de Coubertin va, à l'issue de cet échec, parce que bien évidemment, quand il rend compte de son projet, il fait peur, et donc son projet n'est pas retenu, et il va donc entamer un deuxième projet, qui est cette fois-ci de créer une organisation non gouvernementale, supranationale, au-dessus des nations, qui consistera effectivement à réglementer le sport, et plus particulièrement le développement, la diffusion du sport à l'échelle de la planète. Pour ce faire, eh bien, il utilise, parce qu'il connaît très bien les sciences politiques, il va utiliser une institution, il va créer une première institution, qui est le Comité international olympique, qui n'est ni plus ni moins que la transformation du comité Jules Simon, qu'il avait effectivement proposé à l'Académie de médecine et qui s'est révélé finalement rejeté par les responsables du système éducatif. À travers cette institution olympique, le Comité international olympique, il va ensuite promouvoir une idéologie. Donc là, on a ce qu'appelle Jean-Loup Chaplet un système olympique où il y a effectivement une institution qui est garante d'une certaine idéologie, l'olympisme, et cette idéologie est célébrée tous les 4 ans. Ça a changé depuis, hein. Elle est célébrée tous les 2 ans, voire même presque chaque année, parce que aux traditionnels Jeux olympiques et paralympiques, aujourd'hui, il y a des Jeux olympiques de la jeunesse, et qui font que l'actualité olympique est presque sur le devant de la scène chaque année à travers différents événements. Donc je passe très rapidement, mais vous l'avez vu, vous pouvez le constater sur cette diapositive. Pierre de Coubertin peut être considéré comme un pédagogue, un théoricien de l'éducation physique et plus particulièrement du sport, qui consiste, grâce au sport, à concevoir un individu, un idéal type. Chacun sait peut-être quel est le sport emblématique olympique, celui qui est effectivement, qui représente l'idéal type. Bien évidemment, c'est une pratique masculine, parce que le sport a été créé par et pour des hommes, et les femmes n'ont pas le droit de citer. Hein. Je vous rappelle que les femmes intégreront le giron olympique qu'en 1928. On ne délivrera pas de titre de championne olympique avant 1928, c'est-à-dire 3 ans après que Pierre de Coubertin se soit retiré de la présidence du Comité international olympique. Donc on peut aussi comprendre, dans le contexte de la fin du XIXe siècle, en quoi le sport peut être une réponse à un système éducatif en difficulté, mais ce système éducatif concerne principalement les jeunes gens, les jeunes Français. Pierre de Coubertin, vous le voyez sur cette diapositive, exalte une philosophie de vie
un ensemble équilibré de qualité du corps, de la volonté et d'esprit, et bien évidemment, derrière, il y a un idéal type, c'est le chevalier des temps modernes, et le sport olympique numéro 1, ce n'est pas un sport de spécialisation, c'est un sport de polyvalence. C'est le pentathlon moderne. Comment Pierre de Coubertin va promouvoir, non plus dans le système éducatif français, mais à l'échelle du monde, ce modèle, cet idéal type, ce sportif idéal, eh bien, il va notamment se tourner vers les institutions militaires pour leur expliquer, et il le fait exactement de cette manière, il va, à partir de ses nombreux contacts, il va essayer de convaincre les premiers lauréats du Comité international olympique. C'est un système de cooptation. On n'est pas élu au Comité international olympique. Pierre de Coubertin va s'entourer de personnes qui partagent la même opinion que lui, et notamment le même idéal. C'est Pentathlon moderne, c'est avant tout cet agent secret qui est parti au-delà des frontières, qui est en pays ennemi et qui est chargé de renseigner la France sur les projets militaires des ennemis de la France. Malheureusement, cet éclaireur, cet agent secret, on pourrait l'appeler comme ça, est démasqué. Comment fait-il pour ne pas mettre en péril sa patrie? Eh bien, il se sauve. Il se sauve avec la plus belle conquête de l'homme, qui est le cheval. Malheureusement, il est poursuivi. Ses poursuivants ont aussi des chevaux. Comment les maintient-il à distance? Par l'intermédiaire de l'arme à feu. Mais ses poursuivants ont aussi des armes à feu. Et il tue son cheval. Que fait-il? Il se met à courir. Mais il court moins vite que les chevaux. Heureusement, alors on est bien entendu dans la rhétorique, hein, on est dans le symbole. Ses poursuivants non plus de balles le rattrapent. Comment doit-il se défendre? Par un des sports emblématiques de la culture française, l'escrime. Et finalement, comme ses poursuivants sont beaucoup plus nombreux, il ne doit son salut que à une seule chose, le savoir nager. Il se sauve par l'intermédiaire. Donc là, on construit toute une rhétorique, tout un symbole, tout un fantasme, et bien évidemment, la mayonnaise, si vous me permettez l'expression, prend, parce que derrière, il y a un imaginaire qui est partagé, d'accord? Il y a une représentation sociale. Alors pourquoi en France, finalement, il y a des réticences? Il y a des réticences parce que, vous le voyez ici, dans l'entre-deux-guerres, alors que Pierre de Coubertin milite pour un système éducatif moderne où le sport serait présent, il va, à défaut de pouvoir le faire au niveau national, il va chercher à le faire au niveau international, à partir notamment du Comité international olympique. Et bien évidemment, comme les Jeux olympiques ont lieu, et plus particulièrement ceux de 1924 ont lieu à Paris, les représentants et les acteurs du système éducatif sont aussi interpellés, parce que les jeunes de l'entre-deux-guerres, les jeunes des années 20, se demandent, mais pourquoi ne fait-on pas de sport à l'école? Et là, vous avez un extrait donc, des comptes rendus de l'inspecteur d'académie de Bordeaux en 1928. Il y en a des dizaines et des dizaines aux archives nationales qui montrent que, attention, la vogue persistante, exagérée du football en particulier, qui est quand même le sport qui a été institutionnalisé comme sport national au lendemain de la Grande Guerre, le football fait peur. Mais moi, quand je lis cette citation de 1928, j'ai l'impression qu'elle est toujours d'actualité. Parce qu'effectivement, on voit les excès auprès de la jeunesse de ces compétitions, et je ne vais pas le dire, en pleine semaine de Ligue des Champions. Ceci étant, donc il y a effectivement des résistances. Et la problématique qui consiste à dire que le sport peut être effectivement un moyen de développer d'une manière équilibrée les générations françaises, plus particulièrement les générations masculines, vous voyez qu'il y a encore des résistances. Il y a des résistances notamment de la part des chefs d'établissement, parce que bien évidemment, l'inspecteur d'académie, puis le recteur s'appuie sur les comptes rendus des chefs d'établissement. D'accord? Mais le sport fait peur aussi parce que il peut être aussi un élément qui va déstabiliser les codes, sinon les normes sociales.
Et dans l'entre-deux-guerres, les premières sportives qui font des compétitions choquent. Ici, vous avez par exemple Violette Maurice, qui, effectivement, à travers une attitude, elle provoque, elle va faire peur. Pourquoi? Ben, vous le voyez, cette photo, déjà, elle a les cheveux courts, elle fume, elle porte le pantalon, elle conduit une voiture. C'est-à-dire que finalement, elle est en train d'emprunter pas mal de codes sociaux de la masculinité. Et en plus, elle avoue sans vergogne son homosexualité. Donc, elle est effectivement l'antithèse de la femme des années 20, de ces années folles, où effectivement, à travers le sport, eh bien, il peut y avoir des normes, des valeurs qui peuvent être problématiques. C'est le modèle, effectivement, emblématique qui a été célébré dans le célèbre roman La Garçonne en 1922. D'accord? Donc ces femmes, alors il y en a d'autres, Alice Milia, Suzanne Lenglen, ces femmes font peur. Parce qu'elles demandent, à juste titre, que les femmes aient accès à une culture jadis réservée exclusivement aux hommes. Et bien évidemment, on connaît tous les relations extrêmement tendues entre Alice Milia et Pierre de Coubertin, au point que Alice Milia, n'arrivant pas à convaincre Pierre de Coubertin lorsqu'il dirige le CIO, va prendre une initiative totalement exceptionnelle qui va déstabiliser notre baron, qui consiste à créer des Jeux Olympiques féminins. D'accord? Et donc là, ça pose problème parce que commence à arriver, donc, en termes d'événements, un système concurrentiel. Et bien évidemment, le successeur de Pierre de Coubertin, qui est un aristocrate belge, le comte Bailly-Latour, va lui essayer de trouver un compromis avec les fédérations de sport féminin. Et Alice Milia est présidente d'une fédération sportive internationale du sport féminin. Et la solution qui est trouvée, c'est d'intégrer en 1928 les femmes aux Jeux Olympiques. Les intégrer pour pouvoir mieux les contrôler. Pour effectivement voir dans quelle mesure certaines activités pourraient mettre en péril les codes de la féminité de cette époque. D'accord? Mais comme on vous parlait des Américains, les Jeux de 1924 confirment un sentiment que le sport peut être éducatif. Il peut être une source d'énergie nationale à condition d'être contrôlé. Et si la Première Guerre mondiale, effectivement, marque les représentations, dans le domaine du sport et de l'éducation, ça donne aussi l'opportunité aux forces armées interalliées, et plus particulièrement américaines, qui sont rentrées dans le conflit de la Première Guerre mondiale en 1917, de présenter d'une manière pratique les effets, les conséquences d'un système éducatif américain où les jeunes gens, plus particulièrement, font du sport. Donc c'est effectivement l'épisode des Jeux interalliés en 1919 et surtout l'épisode des Jeux olympiques de 1924 qui montre que, notamment à travers les réalisations, les exploits des sportifs américains, qu'il y a peut-être là un modèle à reprendre, sinon à adapter. D'accord ? Et donc, c'est ce que montrent notamment les travaux de Thierry Terré. Derrière, à travers donc, le sport et l'éducation physique, il y a ce que l'on appelle une masculinité conquérante. Je vous rappelle que si la France a gagné la Première Guerre mondiale, certes à un prix tout à fait exceptionnel, c'est aussi parce que les Américains et les forces alliées ont permis à la France de dompter les velléités allemandes. D'accord ? Eh bien, ça se retrouve dans les imaginaires. Vous voyez, par exemple, Georges Noblemer, qui est député, qui dit qu'effectivement, le sport et l'éducation par le sport est tout à fait nécessaire parce qu'elle va aussi permettre d'inscrire la France, non pas dans une course aux médailles, mais de faire en sorte que le peuple français, par l'intermédiaire du sport, comme c'était le cas jadis à la fin du XIXe siècle, à travers les sociétés de préparation militaire, de pouvoir contribuer à un nationalisme de défense. C'est en préparant des sportifs que l'on va effectivement permettre à la nation française, à la patrie française, de se défendre d'éventuelles attaques étrangères. On le connaît, au lendemain de la signature du traité de Versailles, certaines nations qui sont désignées comme étant responsables de la Première Guerre mondiale souhaitent
déjà leur revanche. D'accord ? Cette diffusion du modèle américain va notamment se développer à travers le réseau des YMCA et plus particulièrement va participer de la diffusion du basket. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une fédération multisport qui s'appelait l'USFSA qui explose en autant de fédérations unisport. La première fédération unisport qui prend donc son autonomie vis-à-vis de cette fédération multisport, c'est bien évidemment le football. Mais ensuite, les fédérations, les unes après les autres, et notamment le basketball, va prendre son autonomie pour permettre, par l'intermédiaire notamment des foyers du soldat, des YMCA, de développer la pratique du basket. Alors vous le voyez que ce n'est pas une diffusion qui est uniforme en France. Ça concerne beaucoup, alors je ne sais pas si sur la diapositive vous arrivez à bien voir, mais on voit quand même que c'est particulièrement présent dans les villes du nord de la France. On voit très peu de basket au Pays Basque, en Gironde. On voit très peu de basket aussi sur la Côte d'Azur. Et par contre, on en voit beaucoup en Alsace, on en voit beaucoup en région parisienne, et puis dans le nord, sinon dans la région de la Somme. Donc là, on voit aussi que à travers le basket, mais on pourrait faire exactement la même chose à travers le football, sauf que le football, il y a une diffusion qui est beaucoup plus large, parce que je vous rappelle que durant la Première Guerre mondiale, le football a été une distraction pour permettre aux poilus d'oublier les atrocités de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'ils allaient se reposer à l'arrière-front, eh bien, ils pratiquaient du football entre eux, entre Français, mais aussi entre soldats des forces alliées, et de plus en plus aussi avec les populations locales. Et quand les jeunes poilus qui rentrent et qui n'ont pas été blessés, les célèbres gueules cassées, qui rentrent indemnes dans leur petite patrie, leur commune, ils vont bien évidemment, par l'intermédiaire d'une loi qui existe en France depuis 1901, ils vont très vite monter leur propre club. Et là, je vous rappelle qu'il faut 2 personnes pour monter un club. Ce qui explique que la France a un maillage territorial assez exceptionnel en ce qui concerne le football, et c'est notamment dû à la Première Guerre mondiale. Que vont faire ces clubs? Bien évidemment, ils vont faire du sport de compétition, mais ils vont aussi faire du sport, du football, un moyen d'éducation. Malheureusement, dans l'entre-deux-guerres, avec l'évolution des relations internationales, on s'aperçoit que le sport diffuse beaucoup plus vite dans les pays totalitaires. Vous avez 2 exemples, en Italie, où le sport, par l'intermédiaire notamment du Popolo Varo, va être un élément très fort d'éducation, sinon d'embrigadement de la jeunesse. Vous avez l'exemple encore plus significatif qui s'inscrit aussi dans la continuité des exemples italiens, l'exemple nazi, où là, effectivement, vous avez une caricature des Jeux de 36, où l'on voit effectivement un athlète allemand, il lui manque plus peut-être que la petite moustache ici, qui tient dans ses mains, par l'intermédiaire donc des anneaux olympiques, les athlètes du monde entier. C'est une caricature pour montrer que les Jeux olympiques de 1936 n'ont pas célébré l'olympisme. Cette philosophie voulue et espérée par Pierre de Coubertin, qui n'est pas encore décédé, et qui va reconnaître que finalement les Jeux olympiques de 1936 sont un succès. Or, on sait aujourd'hui que le régime d'Adolf Hitler, par l'intermédiaire notamment de Goebbels, a fait du sport un élément de propagande. Et donc les Jeux olympiques ont été récupérés. Donc il y a effectivement, vous l'avez compris, j'espère, que le sport ne laisse pas indifférent. Il y a effectivement les partisans du sport, et plus particulièrement ceux qui œuvrent pour que le sport ait droit de cité dans les systèmes éducatifs. Et puis il y a ceux qui sont beaucoup plus critiques, où effectivement l'éducation, c'est pas de l'embrigadement. Et il est forcé de constater que les exemples des pays totalitaires montrent que le sport ne participe pas à un équilibre moral, intellectuel. On a affaire à ce qu'on appelle aussi une diplomatie de plein air. Les sportifs des États totalitaires sont là avant tout pour célébrer la puissance de leurs États. Alors, bien évidemment, ça fait réagir. Et vous avez notamment cette citation du rapporteur du budget de l'éducation physique sous le Front populaire,
J'ai nommé Georges Barthélemy, qui va effectivement dire, mais on ne peut pas laisser les États totalitaires, les seuls, prendre seuls des initiatives en matière de sport, et notamment en matière d'éducation par le sport. Georges Barthélemy va effectivement, sous le Front populaire, participer pour que le sport entre à l'école, parce qu'il n'y est toujours pas. Il va y rentrer parce qu'il contribue notamment à ce qu'on appelle l'hygiénisme social. Avec Henri Sellier en particulier, ils vont faire en sorte de développer des relations, et sport et éducation sont effectivement étroitement liés à condition qu'ils débouchent sur un idéal type équilibré. Lutter contre la dégradation physique, morale et intellectuelle, et faire en sorte que le terrain soit le rival du sanatorium. En d'autres termes, le sport et ou l'éducation physique sont à la fois un médicament, mais deviennent de plus en plus un vaccin contre les maladies sociales, les fléaux sociaux. Quels sont-ils? La tuberculose, qui tue quand même, sous le Front populaire, un Français toutes les 15 minutes. Et donc, en exerçant les fonctions, les organes à la fois de respiration, mais aussi le cœur et tout le système cardio-respiratoire de l'individu, on va aussi lutter contre ces maladies. D'accord? Qui est-ce qui participe particulièrement de ces croyances? C'est bien évidemment un médecin sportif, Marc Bélin-Ducoteau, qui écrit en 1930 un ouvrage qui reste effectivement encore d'actualité, hein, parce que ça s'est transformé au fil des décennies par des croyances. Le sport, c'est la santé. Or, aujourd'hui, on peut peut-être dire que trop de sport nuit à la santé. Mais en tous les cas, dans les années 30, Marc Bélin-Ducoteau explique que si on arrive à méthodiser le sport, si on en arrive effectivement à contrôler l'intensité, la durée, etc., peut-être que dans ces conditions, le sport va contribuer à augmenter le capital santé psychologique et sociale. Donc là, vous le voyez, des croyances qui ont traversé le XXe siècle. Encore aujourd'hui, vous entendez ça de la part de journalistes, où effectivement, le sport est instrument de paix, il favorise la compréhension entre les peuples, il lutte contre le racisme, la xénophobie. Ce sont des propos qui sont tenus par Marc Bélin-Ducoteau dès les années 30. Il est antidote à l'alcoolisme, au tabagisme, à la drogue, etc., etc. Donc pour essayer d'accélérer un petit peu, parce que je vois que je suis un petit peu lent, je m'étais donné 1 heure. C'est bel et bien la prise de conscience et le contrôle du sport à des fins d'éducation, transmettre des valeurs, c'est véritablement la problématique initiée sous le Front populaire par un autre acteur essentiel dans le développement du sport en France, qui a ensuite donné son nom à une fédération, la fédération Léo Lagrange. Léo Lagrange, qui est surnommé par ses détracteurs le ministre de la paresse, va effectivement développer un certain nombre d'initiatives et va prendre position en disant que finalement, et il va prendre notamment position d'une manière assez ferme à l'occasion de la Coupe du Monde qui se déroule en France en 1938, où, bien évidemment, pour accueillir ce spectacle qui a été quand même créé par un Français, Jules Rimet, eh bien, il va dire non, il est hors de question de mettre de l'argent pour développer des stades où il y aura effectivement 40 000 spectateurs, il vaut mieux l'inverse. Que ces 40 000 spectateurs descendent sur le stade, et donc il va y avoir toute une politique d'équipement, et notamment toute la ceinture rouge de Paris va être équipée d'infrastructures, parce que bien évidemment, à travers l'œuvre de Léo Lagrange, il y a la FSGT et le sport ouvrier qui va militer pour que le sport devienne enfin démocratisé, c'est-à-dire que les catégories sociales défavorisées puissent, contrairement à ce qui se passait à la fin du XIXe siècle, puissent elles aussi pratiquer le sport. Alors, bien entendu, on voit qu'il y a une rhétorique, notamment en ce qui concerne une croyance, un stade vaut mieux qu'un hôpital. Et donc, le Front populaire va devoir arbitrer. Malheureusement, on le sait tous, le Front populaire a été freiné dans sa politique de démocratisation du sport par les effets de la crise de 29, qui a été ressentie
presque 10 ans après. Et donc, bien évidemment, il y a énormément de projets qui étaient élaborés sous le Front populaire qui sont restés dans les armoires, pour un temps seulement, d'accord? Mais force est de reconnaître que le Front populaire est à l'origine, notamment Léo Lagrange, de ce que vous connaissez, parce que ça n'a pas disparu, hein, un brevet sportif populaire, qui est avant tout un brevet d'hygiène. Il s'agit effectivement, à travers la pratique du sport, de développer le capital santé, mais pas seulement, le capital intellectuel et puis le capital social. Le sport doit être utile à la société. D'accord ? Alors, il y a effectivement, à travers ce brevet sportif populaire, qui est géré par le ministère de l'Éducation nationale, après avoir été initié par Henri Sellier et le ministère de la Santé, il s'agit d'élaborer une sorte de thermomètre de la santé de la jeunesse française. Et le sport va y contribuer. À travers des épreuves sportives, on va demander que les jeunes Françaises et les jeunes Français aient un niveau de moteur, d'efficacité motrice minimum. Je prends un exemple, il s'agira en 100 hauteur que toute une génération soit capable de sauter 1,15 m. Donc là, on établit des normes qui permettent effectivement de dire que le sport peut contribuer à l'éducation. Mais la principale initiative du Front populaire, qui est un modèle, ou du moins une institution qui est spécifique, elle n'existe nulle part ailleurs en Europe à cette époque-là, c'est le sport scolaire. On va proposer aux élèves, et plus particulièrement ceux qui sont internes, le jeudi après-midi, de pouvoir pratiquer du sport. D'accord? Et donc, c'est notamment, alors ça existe depuis 1923 avec des comités sportifs académiques, ça existait aussi à travers les Landis, mais là, il y a une institutionnalisation dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, que ce soit dans les collèges ou dans les lycées. À partir de 1938, il y a une institution qui s'appelle l'Office du sport scolaire universitaire, qui va effectivement participer de la diffusion du sport dans le système éducatif, et plus particulièrement dans le système scolaire. D'accord? Il s'agit effectivement, et là vous le voyez, alors bien entendu, il faut que, au départ, le succès n'est pas au rendez-vous, parce que bien évidemment, il faut ensuite des personnes, des enseignants d'éducation physique, des entraîneurs, peut-être même des anciens militaires, qui viennent encadrer ces pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'OSU gère le sport scolaire au collège et au lycée, les fédérations affinitaires, en particulier l'UFOLEP, donc une fédération laïque, va dire qu'il faut faire exactement la même chose à l'école primaire. Et ça va être la naissance de l'union sportive de l'enseignement primaire. Donc on voit que dans les mentalités, et plus particulièrement chez les responsables du système éducatif, y compris les chefs d'établissement, en l'espace à peine de 10 ans, le sport a convaincu. Il a convaincu parce qu'à un moment donné, il n'est pas l'exacte copie du sport tel qu'on peut le voir se pratiquer tous les dimanches, ou que l'on peut effectivement découvrir dans la presse, en particulier l'Auto ou le Miroir des sports. Donc on va introduire le sport à l'école en évitant toutes les formes, les déviances que l'on constate sur les terrains de sport. En réalité, on rend hommage à un observateur qui, en 1925, au lendemain des Jeux Olympiques de 1924, s'était insurgé par rapport à ce qu'il avait vu lors des compétitions des Jeux Olympiques de Paris. Cet acteur s'appelle Georges Hébert, et il a écrit notamment un ouvrage, Le sport contre l'éducation physique, où il dénonce la corruption, la tricherie, qu'il a pu constater à l'occasion des Jeux de 1924. Il suffit de prendre un exemple, le seul, la finale du tournoi olympique des Jeux de Paris. Pourquoi il n'y a plus eu de rugby? Il n'y a plus de compétition de rugby aux Jeux Olympiques depuis 1924. Tout simplement parce que le match ne se termine pas. On ne va pas jusqu'à la fin du match. Parce que les Américains qui sont opposés aux Français sont en train de gagner. Et donc là, ça pose un problème en termes de mentalité. Donc bien évidemment, il y a une rixe entre joueurs, mais entre entraîneurs. Les spectateurs envahissent le terrain.
Bref, c'est une bagarre générale. Seuls les pompiers arrivent à mettre de l'ordre en sortant les canons à eau pour séparer tout le monde. Quelle image donne-t-on? Parce que, bien évidemment, tout le monde s'attendait à ce que l'équipe de France de rugby gagne. Parce que, historiquement, le rugby est un sport français. Et donc, la suprématie américaine posait un problème en termes de représentation. Donc, on le voit, si le sport rentre à l'école, il rentre sous certaines conditions. Et en tous les cas, ce n'est pas l'exacte copie du sport et des déviances du sport que l'on constate sur les stades le dimanche. Arrive la période de Vichy, où là, bien évidemment, on va resserrer. On va resserrer la présence du sport à l'école. Et notamment avec, parce qu'on célèbre aussi en 1944 le cinquantenaire de la rénovation des Jeux Olympiques, le gouvernement de Vichy va effectivement utiliser le sport à des fins d'éducation. Sur quel modèle? Un modèle démocratique? Ben non, Vichy n'est pas une république. Hein. Donc ça va être à un moment donné aussi le modèle qui a déjà été développé dans les années 30 dans les pays totalitaires. Mais c'est aussi un modèle qui est en réaction à ce qui se passe aussi dans les pays du bloc soviétique. Au lendemain de la révolution d'octobre 1917, le sport est effectivement utilisé pour embrigader des jeunesses. Donc, on le voit, le cas de Vichy est assez intéressant parce que, et comme le disent les historiens de Vichy, l'héritage en matière de sport pose problème. On va essayer de réglementer le sport. Et notamment, on va interdire le sport professionnel. Donc, si le sport est un élément d'éducation, le mythe de l'amateur que souhaitait mettre en place Pierre de Coubertin rejaillit. On ne peut pas gagner de l'argent grâce au sport. Et donc on interdit notamment le rugby à 13, qui est un sport professionnel. Par contre, comme il y a déjà des enjeux économiques liés à la spectacularisation du sport, certains sports professionnels vont être tolérés, parce qu'ils seront au service aussi du maréchal. Le football, la boxe et le vélo. Donc il y a des exceptions. On va mettre en place des professionnels de l'éducation par le sport. Ça sera effectivement des enseignants d'éducation physique, mais aussi des moniteurs, des entraîneurs, des techniciens, qui passeront des concours délivrés par l'État, ou non, qui seront formés dans des institutions prestigieuses, des écoles normales supérieures, en sachant que les écoles normales sont fermées sous Vichy. Elles s'appelleront des écoles nationales. Mais surtout, on va participer au développement de l'éducation par le sport dans les régions, à travers notamment la mise en place de centres régionaux d'éducation générale et sportive, qui deviendront à la libération des CREPS. D'accord ? On va établir que le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent. Mais de quelles vertus s'agit-il? Est-ce que ce sont les vertus du maréchal ? Travail, famille, patrie, ou est-ce que ce sont des vertus qui renouent avec les valeurs républicaines? L'auteur de cette phrase, qui est ô combien polémique, et qui sera de nouveau publiée en 1947 à la Libération, c'est Maurice Baquet. Peut-être connaissez-vous Maurice Baquet, qui effectivement a été un personnage emblématique du sport français. Non seulement parce qu'il a été un athlète remarquable, mais il a aussi été un entraîneur remarquable et un éducateur par le sport remarquable. Eh bien, on voit que finalement, sous Vichy, il y a un discours qui se structure encore plus, et qui se structure à l'école, mais qui se structure aussi dans cette institution créée, commissariat général au chantier de jeunesse, pour ces jeunes enfants. Non, ces jeunes adultes, ces jeunes gens qui ont 20 ans, à qui on interdit le service militaire, parce que ça fait partie aussi du pacte signé par le maréchal Pétain avec le Troisième Reich. Que deviennent ces jeunes gens? À 20 ans, ils errent dans les rues, ils se mettent à boire, ils vont voir les prostituées, ils vont effectivement concocter des maladies. Eh bien, la solution, ça va être un service civique.
de 6 mois pour ces jeunes gens de 20 ans, qui sera ensuite prolongé à 8 mois, dans lequel effectivement ils vont faire du sport. Et les moniteurs, les acteurs du chantier de jeunesse vont attribuer au sport des valeurs. Courage, abnégation, respect, silence, etc. etc. Des valeurs qui existaient déjà, mais elles vont être institutionnalisées. D'accord ? Alors le Maurice Baquet, dont je viens d'évoquer l'existence, écrit un ouvrage, et ils sont rares, hein, les ouvrages publiés sous Vichy, hein, parce que bien évidemment, les conditions de vie font que il y a d'autres priorités. On ne mange pas à sa faim sous Vichy. Et pourtant, on va faire du sport. D'accord ? Les tickets de rationnement ne disparaîtront qu'au mi-temps des années 50. Donc il y a des conditions qui font que faire du sport, ça pose problème. Eh bien, Maurice Baquet, dans son édition de 42, puis dans son édition de 47, va aller jusqu'à prononcer et préciser quelles sont les valeurs négatives du sport. Il dit violence, drogue, chauvinisme, individualisme. C'est-à-dire, finalement, on retrouve beaucoup de similitudes avec le discours de Marc Bélin-Ducoteau. Mais il va surtout mettre en évidence les valeurs positives du sport. Courage, discipline, persévérance. Et quand on lit bien Maurice Baquet, finalement, il ne fait pas allégeance au maréchal Pétain. Mais son livre est quand même publié en 1942. Et dans son édition de 1947, il reprend mot à mot. Grâce au sport, on va effectivement, grâce au club, qu'il considère comme une petite patrie, on va créer du lien social. On va créer de la solidarité. D'accord ? Il va notamment développer une doctrine d'éducation sportive au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Cette doctrine, il va la concevoir à l'Institut national du sport, l'actuel INSEP, qui effectivement est érigé sur l'emplacement même de l'ancienne école de Joinville, qui datait de 1852. Et donc là, il va effectivement développer non plus une éducation par le sport, mais lui, il va parler d'une éducation sportive, avec une initiation, un entraînement. Il s'agit bien évidemment d'apprendre à cette nouvelle génération qui va naître après la Deuxième Guerre mondiale, cette génération des baby-boomers, ça doit vous dire quelque chose, je suppose, d'accord ? Ces baby-boomers et ces papy-boomers vont faire du sport un élément structurant de leur développement corporel, psychologique, social. D'autant plus que le sport est considéré comme une modernité. On va enfin rentrer dans le XXe siècle. Et bien évidemment, vous le voyez ici, en juin 1946, à Paris, à l'occasion du premier congrès national du sport et plein air, on va vanter les mérites, non pas du sport, mais d'un sport qui est effectivement contrôlé et qui n'est pas entre les mains des marchands du temple, de la spectacularisation et de la mercantilisation qui court, bien évidemment. Donc on le voit ici à travers le développement des loisirs. On va faire du sport un élément. Mais est-ce que c'est uniquement du sport de compétition? Non. Ça peut être aussi du sport de non-compétition, qui va plus particulièrement intéresser les baby-boomers, qui ne se reconnaissent pas tous dans le modèle de Micheline Ostermeyer, qui pourtant sauve l'équipe de France, le bilan catastrophique de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de 1948. Donc il y a peut-être d'autres formes de sport que le sport de compétition, le sport qui est célébré tous les 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques. Il peut y avoir peut-être un sport de loisir, un sport détente, un sport de famille, bref, tout ce qui va arriver bien évidemment dans les années 60. Mais encore faut-il, pour que le sport se développe, en dehors de l'institution scolaire, et donc vous l'avez compris, il n'y a pas que l'institution scolaire qui va s'intéresser à la dimension éducative du sport, encore faut-il pouvoir accueillir ces consommateurs de sport qui, à l'occasion de leurs vacances d'été, et donc là ça renvoie aussi au célèbre roman de Bertrand Poirot-Delpech, Été 36, où avec la démocratisation des loisirs, on a des exemples magistraux d'une jeunesse qui découvre par l'intermédiaire du sport une autre joie de vivre, etc., etc. Eh bien, on va accueillir, donc on va créer des premiers professionnels du sport, des premiers métiers sportifs.
et là vous le voyez sur cette diapositive, ça concerne uniquement les sports à risque. Donc aussi, il y a des urgences. Et si on veut accueillir des futurs consommateurs de l'or blanc, qui sera effectivement consacré avec les Jeux Olympiques de 68 à Grenoble, il faut à un moment donné que des professionnels apprennent à une génération à pouvoir faire du sport un élément de vie, un élément d'hygiène. Et bien évidemment, il y a plusieurs modèles, notamment masculins. Il y a un modèle, effectivement, une masculinité hégémonique, c'est ces champions sportifs que l'on retrouve ici, hein, Jean Borotra, Jacques Anquetil, mais il y a aussi des modèles alternatifs qui vont se développer, où il n'y a pas forcément de sport de compétition, il n'y a pas forcément de médiatisation, parce qu'il y a toujours cette idée, chère aux culturistes, qui consiste à dire qu'à travers le bodybuilding, on va aussi, c'est une forme de pratique sportive, on va contribuer à développer un idéal type. Je parlais à l'instant de Micheline Estermeyer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le traitement, la représentation sociale, à travers notamment une presse, l'Aurore, France Libre. Regardez bien ce que j'ai souligné. Elle a vraiment bien travaillé pour le renom du sport français. Mais aujourd'hui encore, Micheline Estermeyer est la grande oubliée des palmarès olympiques français. Elle n'a pas eu de reconnaissance à travers notamment une médaille délivrée par le président de la République. Pourquoi? Là, il y a peut-être une injustice. D'accord? Est-ce que les médailles d'une jeune sportive comptent moins qu'une médaille d'un jeune sportif? Force est de constater qu'il y a des injustices, sinon des inégalités. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais quand même rapidement parler de ça, c'est-à-dire que finalement, à travers une éducation sportive, il y a des objectifs éducatifs qui consistent bien évidemment à développer la force biologique, la force physique. Et de ce point de vue, les représentations évoluent. Avant, un homme fort était forcément un homme corpulent, parce que c'était le modèle de Charles Rigoulot, etc., etc. Or, avec les années 60 et les années 70, arrive par exemple à l'Élysée un Valéry Giscard d'Estaing qui, là, va complètement casser les codes. On peut être fort, politiquement parlant, en n'ayant pas forcément une corpulence extraordinaire. Donc, il y a des modèles de masculinité qui se développent. Il va y avoir aussi une force morale. À travers le sport, il va effectivement, il s'agira d'apprendre aux enfants, aux jeunes gens, aux jeunes filles, à faire preuve de courage, à faire preuve d'humilité, à faire preuve de tempérament héroïque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut être humble dans la victoire, tout comme il faut être humble dans la défaite. Si on a perdu, c'est peut-être aussi parce qu'on a été moins bon que son adversaire. C'est peut-être pas l'affaire de la pelouse, du climat, de la météo, de l'arbitre ou je ne sais quoi. D'accord ? Donc là, bien évidemment, il y a un travail qui est fait en matière d'éducation par le sport. Et là, on retrouve effectivement des valeurs qui sont très structurantes de la Ve République, hein, portées par des acteurs tels que Maurice Herzog, qui écrit notamment, au mi-temps des années 60, Valeurs morales du sport, au moment même où aussi est publié par le sous-secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'essai de doctrine du sport en 1965, où on nous parle effectivement, il y a plusieurs sports. Il y a un sport de compétition, de haut niveau, qui peut être instrumentalisé par les hommes politiques. De Gaulle l'a fait en son temps, tout comme ses prédécesseurs l'ont fait, donc il n'y a pas de changement, mais il y a aussi un sport loisir, où là effectivement, il s'agira que tout un chacun, au niveau de pratique qu'il entend, puisse effectivement développer son propre idéal type sportif. Ah, ça ne marche plus, voilà. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, un exemple de l'essai de doctrine du sport en 1965, où on insiste finalement sur quoi? Le sport, c'est avant tout partage. C'est par l'intermédiaire du sport que l'on va nouer un lien social, que l'on va vivre une expérience, que l'on va faire ensemble. Et là, sur le plan éducatif, ça devient intéressant, parce que par l'intermédiaire du sport, on va pouvoir mixer les populations, les sexes, les genres. Et c'est tout l'intérêt du sport de loisir.
d'accord, et qui va effectivement être développé dans les années 60, dans le système du sport de compétition, mais pas seulement, aussi dans les systèmes du sport loisir, où effectivement la compétition, la médaille n'est pas l'enjeu prioritaire, d'accord. Et on le voit notamment dans les années 80 puis 90, avec ce témoignage de Frédéric Bredin, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui évoque la nécessité, effectivement, en renouant avec une des grandes valeurs républicaines, celle de solidarité. Respect, solidarité, fraternité, ce sont des valeurs qui, effectivement, n'appartiennent pas au sport. Mais lorsque une éducation par le sport est prise en charge par l'État, par l'intermédiaire de ses institutions, le système scolaire, par l'intermédiaire de ses fédérations sportives et de ses antennes délocalisées, comités, ligues, etc., eh bien là, on peut voir que les valeurs de la République peuvent être envisagées à travers une pratique sportive. D'accord ? C'est d'autant plus vrai que, bien évidemment, dans la société, et j'en ai presque fini, dans la société, il y a effectivement des phénomènes qui s'amplifient, des phénomènes d'insécurité physique, phénomènes de violence, des phénomènes donc d'insécurité morale, des phénomènes d'insécurité sociale, des phénomènes d'insécurité civique, etc., etc., un certain nombre d'incivilités. On nous les rappelle chaque année. Dans quelques mois, à l'occasion des vacances de février, on aura sur les ondes des radios publiques, on aura des campagnes de prévention où on va mettre en garde les consommateurs de tourisme d'hiver des possibles dangers de ces pratiques en milieu incertain que sont le ski en particulier. D'accord ? Mais on a la même chose l'été, avec les noyades, etc., etc. Pour finir, j'espère que ça va marcher, parce que c'est une question qui me tient à cœur, qui aujourd'hui est d'actualité, notamment à travers des associations qui sont de plus en plus, et heureusement, financées par l'État, mais pas toutes. Hein. Il y a cette question des violences dans le monde du sport. Des violences qui sont masquées, des violences des entraîneurs vis-à-vis des élèves, des enfants qu'ils ont en club. Alors ça peut être effectivement des violences qui consistent à dire que si l'élève ou l'enfant ne réalise pas l'entraînement comme il se doit, il ne sera pas sur la feuille de match. Mais ça peut être des violences encore plus graves, des violences sexistes, sexuelles, homophobes, qui se passent à l'occasion des trajets des équipes sportives ou dans les vestiaires des cours d'éducation physique. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, les langues se délient et force est de constater que ce qui a fait scandale au niveau de l'Église catholique en a une bombe à retardement. Et aujourd'hui, le ministère des Sports commence à prendre la gravité, en compte la gravité de cette situation, quitte à demander que certains éducateurs sportifs, on leur demande leur casier judiciaire pour éviter justement de voir des pédophiles dans les gymnases, dans les piscines, dans les vestiaires, etc., etc. Et cette association, bien évidemment, celle qui aujourd'hui mène ce combat, c'est l'association Le Colloque au pied d'argile, qui aujourd'hui a l'écoute du ministère et qui, effectivement, il est peut-être venu le temps de faire le ménage en matière d'éducation par le sport, où l'on voit que malgré la prudence qui s'est établie progressivement tout au long du XXe siècle, il y a quand même des déviances importantes. De la même manière, je ne sais pas si vous connaissez cette association qui est semi-publique, semi-privée, qui à la fois a des subventions de la part de l'État, mais aussi des mécènes. C'est l'Agence pour l'éducation par le sport, qui maintenant, depuis 25 ans, fait la promotion d'un système d'éducation par le sport et non d'une éducation pour le sport, et qui milite notamment sur des problématiques sur l'insertion, l'intégration, en quoi le sport dans les quartiers va permettre effectivement
de ne pas brûler des poubelles, des voitures, etc., etc. Donc là aussi, il y a au quotidien des éducateurs sportifs en relation avec des enseignants, pas seulement d'éducation physique dans les établissements scolaires, avec le service d'éducation dans les établissements scolaires, les CPE en particulier, mais pas seulement, les infirmières scolaires, lorsqu'elles existent encore, mettent en place des projets de prévention par le sport. D'accord ? Et au niveau international, et j'en aurai fini, il y a de plus en plus, au niveau de l'UNESCO, une prise de conscience. Aujourd'hui, on connaît trop les scandales internationaux dans notamment les pays africains, où aujourd'hui de nombreux responsables de fédérations sont emprisonnés parce qu'il y a eu des procès internationaux et qui ont effectivement démontré que ces responsables du sport avaient exercé des violences sexistes, sexuelles, homophobes auprès de populations vulnérables. Donc l'UNESCO, vous le voyez, et là il y a un euphémisme. Non, je pense que c'est plutôt une maladresse. Éducation aux valeurs par le sport, mais par définition, l'éducation, c'est la transmission de valeurs. Mais on n'a plus cette idée de éducation, le sport a des valeurs. On va participer à l'éducation aux valeurs, et là vous les avez, hein, c'est l'équité, c'est l'égalité, c'est la solidarité, c'est l'inclusion, c'est le respect. Par l'intermédiaire du sport, on vise l'inculcation de ces valeurs. Alors pour finir, est-ce que finalement, quand on réfléchit aux relations entre sport et éducation, est-ce que le sport est finalement l'outil, le moyen adéquat, idéal pour prévenir, pour soigner les maux de la société, que ce soit des maux physiologiques, des pathologies, mais aussi des maux psychologiques, la question des violences, la question des harcèlements, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse. Parce que la meilleure réponse qui puisse être apportée, c'est celle qui, au quotidien, à travers l'engagement d'hommes, de femmes, d'éducateurs, vont effectivement œuvrer pour que le sport soit effectivement un instrument de paix, qu'il participe au respect des différences, et que par l'intermédiaire justement de ce partage, on se nourrisse de ces différences. Donc par définition, il est très difficile de mesurer les effets à court, moyen et long terme d'une politique d'éducation par le sport, parce que justement, aujourd'hui, il nous manque un certain nombre d'outils, de protocoles permettant de le démontrer d'une manière scientifique. Alors, quand même un message d'espoir, c'est que par l'intermédiaire de ces actions envisagées au niveau des institutions publiques, mais aussi des institutions privées, on rend hommage aujourd'hui à de plus en plus d'invisibles. On permet à ces invisibles d'une société de pouvoir s'exprimer. Ça peut être effectivement des personnes vulnérables, atteintes d'une vulnérabilité, d'un handicap. Ça peut être ces femmes qui, à un moment donné, ont été trop longtemps dans l'ombre des hommes. Mais ça peut être aussi ces seniors qui, aujourd'hui, ont, bien entendu, la possibilité d'avoir accès à une éducation par le sport. Parce que l'éducation par le sport, ça ne touche pas uniquement les jeunes générations, les enfants. On éduque par le sport. Le sport participe d'une éducation à tous les âges de la vie, et notamment sur les problématiques de vieillissement actif, etc., etc., avec des fédérations qui sont à la pointe. La Fédération française de gymnastique volontaire, l'éducation physique et gymnastique volontaire, développe depuis 1888 des dispositifs tout à fait intéressants. D'accord ? Et puis, bien évidemment, qu'est-ce que c'est que le sport aujourd'hui? Est-ce que ces jeunes qui font des pratiques urbaines de musculation, de parcours, est-ce que ça peut être considéré comme du sport? Oui, à condition d'avoir une définition la plus ouverte possible du sport et de ne pas la réduire uniquement au fait de prendre une licence, de s'entraîner 10 à 20 heures par semaine et de s'inscrire dans une pratique qui reste aujourd'hui certes dominante, celle de la compétition sportive. Merci à vous.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait une traversée du siècle et qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Personne ne se lance. Bon, je commence. Est-ce que les unions sportives qui existent aujourd'hui dans les établissements scolaires, précisément le mercredi après-midi, c'est dans la continuité de celles dont vous nous avez parlé, qui sont créées dans les années 30? Absolument. L'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, pour l'enseignement secondaire, la Fédération française du sport universitaire pour les universités, ce sont les institutions qui participent de l'héritage de l'OSU. Aujourd'hui, le sport scolaire représente en nombre de licenciés la deuxième fédération sportive. Et c'est la première fédération sportive pour les femmes. 40% de femmes. D'accord ? Donc, il y a un vrai enjeu qui fait de l'école un lieu privilégié pour transmettre des valeurs. Mais, je vous le rappelle, ce sont des valeurs, avant tout des valeurs républicaines. Il y a aussi, pardonnez-moi, je précise juste, il y a aussi des fédérations spécifiques. L'UXEL, par exemple, l'Union générale du sport de l'enseignement libre. Les établissements d'obédience catholique ont leur propre sport scolaire. Et c'est pas rien, c'est 800 000 licenciés. Donc on voit quand même qu'il y a du monde, qui a un vrai rôle. Et il faut savoir que le sport scolaire, ça reste du volontariat. Le ministre de l'Éducation nationale, un précédent ministre de l'Éducation nationale, voulait doubler le nombre d'élèves sportifs. Mais aujourd'hui, il y a des obstacles à ça. Il manque des personnels pour les encadrer. Il manque des infrastructures pour pouvoir développer le mercredi après-midi, etc., etc. Donc oui, la France n'est pas une nation sportive. Et les Jeux de 2024 ne vont pas y contribuer, parce qu'il y a des obstacles énormes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une nation sportive? Est-ce qu'il y a une question? Ah ben, à compléter. Oui, merci de votre présentation. Effectivement, toutes ces valeurs qu'on a vues être élaborées au fur et à mesure du temps, est-ce que finalement, est-ce que ça donne des résultats aux Jeux Olympiques? C'était ça la question. Ou est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre finalement les Jeux Olympiques et puis le sport tel qu'on l'éducation oui, par le sport? Alors, peut-être que mon propos le laisse transparaître, mais en réalité non. Moi, je pense qu'il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité parce que depuis maintenant 50 ans, et la France est un des rares pays à l'avoir mis en place, mais c'est peut-être pas assez médiatisé. Mais les athlètes qui vont effectivement performer aux Jeux de Paris de 2024 ont eu un parcours scolaire. Ils ont eu un parcours scolaire aménagé. En 1973, Valéry Giscard d'Estaing a mis en place les sections sport-études. Aujourd'hui, elles existent toujours. Ça s'appelle des sections sportives scolaires qui permettent aux jeunes gens et aux jeunes filles de pouvoir développer, assumer un double projet d'excellence, une excellence sportive et une excellence scolaire. Et en fonction de qui anime ces sections sportives scolaires, c'est 1000 sections sportives scolaires au jour d'aujourd'hui. 50% dans les sports collectifs. Donc on comprend mieux peut-être pourquoi aussi les effets, mais ça se mesure parfois à longue date. Et ça montre aussi qu'il y a des croyances. Je ne vais pas revenir sur le différend qui a opposé l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui, sur les ondes à la fois radio et de télévision, a dit que finalement, si les équipes de France de sport collectif avaient autant brillé aux Jeux de Tokyo, c'était grâce aux enseignants d'éducation physique. Là, on a peut-être un ministre qui ne connaissait pas finalement l'institution qu'il était censé diriger. Parce que les profs de PS n'y sont pour rien. Et du reste, ce n'est pas les profs de PS qui ont réagi à cette fausse effet d'annonce, ce sont les sportifs eux-mêmes.
des sportifs professionnels qui ont dit non, mais monsieur le ministre, vous êtes à côté de la plaque. Moi, je n'ai pas découvert le basket par intermédiaire de mon professeur d'éducation physique. Si j'ai pu développer le sport et mon projet d'excellence sportive, c'est parce que au niveau des établissements scolaires, à un moment donné, je ne suis plus allé en cours d'éducation physique. Parce que je suis allé dans une section d'excellence, les sections sportives, où les profs d'éducation physique sont parfois absents. Parce que justement, on va mettre des conseillers techniques des fédérations. Tout dépend à quel niveau on se situe. Mais en tous les cas, le niveau d'excellence, les sections sportives scolaires, celles qui visent effectivement des performances dans les compétitions scolaires ou universitaires, ou les Jeux Olympiques de la jeunesse, là, effectivement, on voit qu'elles sont accueillies par les établissements scolaires, mais elles sont prises en charge par les CREPS, notamment, qui retrouvent un second souffle à travers ces parcours d'excellence. D'accord? En accueillant, après les sections sportives, on va effectivement dans un pôle espoir ou dans un pôle France. D'accord? Donc là, il y a toute une filière. Et l'INSEP, aujourd'hui, accueille ces parcours de double excellence. D'accord? Notamment en judo, où je le vois, moi, au niveau de Strasbourg, il y a une filière d'excellence depuis le collège, et les meilleurs de cette filière d'excellence partent à l'INSEP, parce que c'est ceux-là qui vont effectivement être retenus en équipe de France A. Mais il n'y a pas que les Jeux Olympiques, vous voyez.